tous et j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que tout le monde est au top de sa forme. Alors aujourd'hui nous allons faire science et science, j'ai vraiment des trucs très rigolos, non vraiment. Donc en parlant de science, on m'a encore coupé mon RSA. Voilà, le logiciel est encore bugué. Non, c'est bien. Donc là, ce mois-ci, je me retrouve encore avec 200 € pour vivre. C'est magnifique. Heureusement que putain, je suis pas con et que j'ai mis des sous de côté. Parce que sinon, les sous qu'il m'avait donnés, déjà que la dernière fois, il m'avait pas payé pendant 2 mois encore. Bon, donc on va commencer par... Alors, j'ai rangé... Non, vraiment, ça m'énerve. Non, parce que c'est des bugs de logiciel. Il est tellement pourri, leur logiciel. Parce que chaque fois, ils rajoutent des trucs. Et là, le net social, ils l'ont rajouté au logiciel. Et donc le logiciel il tient pas la route en fait. Donc on va partir sur du lézard, sur de la nature, voilà. Ok, on va être faune et flore. Après on va tomber sur des découvertes. Et à la fin on finira par des trucs super sympathiques. Hein, voilà. Alors je vais vous mettre un truc parce que vous savez la dernière fois je vous avais lu, je vous ai lu plusieurs articles où ils disaient que sous l'Afrique du Sud, en fait, il y avait une espèce de masse, vous savez qu'ils avaient dit que l'Afrique du Sud, elle se soulève, enfin bon. Et donc, il y avait une anomalie. Et en fait, l'autre jour, je regardais, donc j'ai mis de côté la vidéo. L'autre jour, je regardais YouTube, vous savez, ils ont les recommandations. Et en fait, je vois, oui, les impacts de météorites, vous savez, sur la Terre par rapport aux âges. Et en fait, je vois qu'il y a eu un énorme choc, impact de météorites en Afrique du Sud. Et je me dis, peut-être c'est ça le schmilblick là, qui disent l'anomalie. Tu vois, c'est parce que peut-être à la base, il y a eu un impact de météorite. Ouais, non, parce que ça... Ouais. Futura Science, leur sang, leurs os et même leurs muscles sont verts. Et les scientifiques ne savent pas pourquoi. Ces petits lézards, les 5, je chercherai le mot, du genre Prasinoaema vivent dans les arbres et ressemblent de l'extérieur à des lézards classiques. Mais à l'intérieur, tout est différent. Leur sang, leurs os, leurs muscles, leur langue et même leurs muqueuses sont de couleur verte. En cause une concentration record de biliverdine, un pigment issu de la dégradation des globules rouges. Ah ouais. Nous aussi, si on a une dégradation des... Non, nous on meurt, hein. Ah, les 5, c'est des reptiles. Les Syncytidae sont une famille de lézards que l'on appelle 5. C'est la plus vaste famille au sein des Sauria et la seconde plus vaste au sein des Squamata. C'est compliqué quand même, hein? Ouais, non, c'est compliqué, hein, leur classification. Chez l'humain, l'accumulation de cette molécule provoque la jaunisse. Ah, d'accord. Ok. Ah ben, nous, on devient jaune. Ah ouais, comme des citrons. Hein? Et eux, ils deviennent verts. Tu vois? Ah, oh, ouais. Ah, c'est joli, n'empêche. T'imagines en vérité la nature ce qu'elle fait. Pourtant ces reptiles présentent des taux 40 fois supérieurs à ceux d'un patient atteint de cette maladie et survivent sans difficulté. Et ouais, un paradoxe évolutif d'autant plus intriguant que ce trait semble avoir émergé indépendamment à plusieurs reprises. Ah ouais, comme quoi tu vois, l'évolution, ça marche pas. Alors, les scientifiques ont identifié un gène codant potentiellement une version fortement altérée d'une protéine appelée alpha-fœtoprotéine. Phytoprotéine, comme fœtus. Ce qui pourrait expliquer la capacité des 5 à survivre à leur sang vert. Ah oui, il est possible. Reste à découvrir pourquoi, dans l'arbre de l'évolution qui n'existe pas, certains lézards ont choisi de faire couler du sang vert dans leurs veines. Ah ouais. Il y en a, ils ont le sang bleu. Lui, il a le sang vert. Ah ben du coup, on reste sur du vert. J'avais pas compris au départ le titre. France Info, c'est comme le Bitcoin, le Polonia. Cet arbre magique qui pousse très vite et qui absorberait 10 fois plus de CO2 est-il un bon investissement? Il suscite fascination et intérêt pour sa croissance exceptionnelle et ses propriétés environnementales. Mais le Polonia, cet arbre tropical qui se démocratise en Europe... Après, ils vont nous dire, ouais, vous avez vu, réchauffement climatique, regardez, on a des bitcoins verts. Ben non, c'est parce que c'est toi qui les auras plantés en fait. Miracle ou mirage, l'arbre magique, ah ben c'est comme le bébé magique. Croissance ultra rapide jusqu'à 3 mètres par an. Comme non invasif en Europe. Oui mais du coup, commence à prendre racine en France et fait l'objet de promotion intensive auprès des agriculteurs. Oui d'accord, mais tu en fais quoi après? 7 000 € par hectare planté, mais il espère revendre sa production. Ah d'accord. Ok. Oui d'accord, ok. D'accord. Oui, mais qu'est-ce que tu en fais de ces arbres? Non, parce que le mec, il te dit, j'ai préféré me planter ça que des panneaux photovoltaïques.
Bon, du coup, maintenant, tu plantes des panneaux photovoltaïques. Et il dit, j'espère avoir un bon investissement. Oui, mais d'accord, mais alors l'arbre, il pousse, ok, il aspire le carbone, il n'y a pas de souci. Mais quand tu le coupes, ça en fait quoi? Ah, voilà. Mais les premiers résultats ne sont pas exactement ceux attendus. Les arbres ont poussé de façon inégale et leur croissance est pour le moment loin d'être spectaculaire, entre 50 cm et 2 mètres. Et ouais, à la fois, tu as un hiver très humide et une terre pas forcément favorable à une naissance tropicale. Et ouais, le réchauffement climatique, c'est pas encore, hein, chérie. C'était le pari sur l'avenir. Oui, non mais d'accord, mais tu as fait quoi? Ah d'accord, et c'est que du conditionnel. Reste cependant confiant et mise sur les propriétés du bois du paulownia, à la fois résistant et léger, ok, naissance dont les débouchés à l'étranger seraient multiples. Construction, ameublement, fabrication de bateaux, de plages, et je crois que tu t'es fait avoir, hein, mon chéri. Ah voilà, il a des inconvénients, sa forte exigence en eau et en nutriments, mais aussi sa sensibilité au vent et aux gelées tardives. Ah ouais, non, mais c'est sûr, c'est un arbre tropical. Lol, la blague. Ah ben non, ça n'a aucun rapport avec les chênes. Hein. Non, mais il ne vaudra pas le prix du chêne. Ah ben oui, c'est du greenwashing. Le mec, 7000 euros, il a... Ah bah oui, non mais c'est sûr. Bah tu as perdu 7000 euros. Enfin, plus parce qu'ils disent qu'il faut le bâcher, il faut l'arroser, il faut lui mettre des nutriments, il faut... Ah ouais, non, c'est sûr. Non, c'est bien, m'a fait rire. Là, normalement, ça devrait être mieux. Version standard. Un robot canadien découvre sous les océans une masse équivalente au poids de 250 millions d'éléphants en analysant le phytoplancton terrestre. Je n'ai rien compris au titre. Ah ouais, non. Une masse colossale de phytoplancton. 250 millions d'éléphants, tu aurais pu prendre des trucs un petit peu plus gros. Ce chiffre vertigineux illustre l'ampleur insoupçonnée de ces micro-organismes qui, pourtant invisibles à l'œil nu, jouent un rôle fondamental. Eh ben oui. Mais attention, ils le disent. Voilà. Ils représentent une source majeure d'oxygène sur Terre, produisant près de 50% de l'air que nous respirons. Ah, 390 milliards d'arbres. Ça, c'est les forêts amazoniennes. Phytoplancton, à peu près 50%, masse équivalente à 250 millions d'éléphants. Alors c'est là que tu vois qu'il y a un problème. Forêt amazonienne, 390 milliards d'arbres. Oui, mais pourquoi tu compares, tu dis des éléphants avec des arbres? Herbier marin, quelques millions de kilomètres carrés. Ouais, franchement, j'ai rien compris, quoi. Ce tableau montre que le phytoplancton rivalise, voire dépasse certains écosystèmes terrestres. Ben non, parce que c'est chaque fois une équivalence que tu comprends pas quel est le rapport de 250 millions d'éléphants avec 390 milliards d'arbres. Biomasse estimée, masse équivalente à 250 millions d'éléphants pour le phytoplancton. Biomasse estimée, 390 milliards d'arbres. The fuck? Non mais c'est bien parce que bon, du coup maintenant ils découvrent des trucs alors qu'on le savait depuis très longtemps. Alors celle-là, je vous avoue que je ne l'ai pas lue, donc je ne sais absolument pas de quoi elle parle. Science et vie. Et si la solution pour dépolluer la Méditerranée était sous nos yeux depuis des milliers d'années? Oh, la Posidonia oceanica. Oh bah oui, l'herbe de Neptune. Posidonie. Ce qu'on est en train de perdre, c'est ça? Hein? Mais c'est une plante, c'est pas une algue. Eh ben non, parce que les algues, c'est tout spongieux. Et la Posidonie, c'est de l'herbe en fait. Celui qui te dit la Posidonie, c'est une algue, eh ben non, mes chéris, c'est une plante. À fleurs, en plus. Éliminer les microplastiques de la Méditerranée, mais pas que. Non, c'est le dioxyde de carbone. Ah ouais, très important. Ah ouais, les boules. Non, pas les boules. Elles font des boules, nommées égagropiles. Il s'agit de matières organiques, des sortes de pelotes de mer. Ouais, j'en ai déjà vu. Vous savez, ça fait des espèces de boules, c'est dégueulasse. Je me dis, putain, c'est quoi ce truc là? C'est plein de filaments et tout. Et des sortes de pelotes de mer. Peut-on lire sur le site? Ouais, et si on peut penser qu'il ne s'agit que de simples déchets organiques, les chercheurs ont remarqué quelque chose de fascinant. Ces dernières, directement issues de fragments de rhizomes, les racines, des Posidonies de Méditerranée sont en fait bourrées de microplastiques. D'accord, parce qu'en plus de tous ces bienfaits, la Posidonie agit également comme un filtre naturel de l'eau. Et voilà. Elle peut donc capter les microplastiques en très grande quantité directement dans l'eau et les expulser de la Méditerranée grâce à l'échouage de ces pelotes de mer. Et ouais, tout ce qui est magnifique, de toute façon, c'est en nager, hein, je t'explique. Ça bouge à 2900 km sous nos pieds. Les satellites révèlent la transformation mystérieuse qui bouleverse le cœur de la Terre. Grâce aux données des satellites Grace, des scientifiques ont découvert une mystérieuse transformation de matière sous la surface terrestre, offrant de nouvelles perspectives sur la dynamique interne de notre planète. Ben, c'est-à-dire au début, ils nous avaient dit que c'était du fer, une boule de fer, je sais pas quoi. Après, ils nous ont dit que c'était une graine. Sûrement de l'arbre Yggdrasil, tu vois.
Et maintenant, donc, on a, voilà, au large de l'Afrique, la modification de la pérovskite pourrait affecter le champ magnétique terrestre. Transformation détectée entre le manteau et le noyau. Oh, ils sont allés loin. Chercheurs ont observé des variations gravitationnelles et magnétiques qui suggèrent des changements sous la surface terrestre. Les satellites ont ainsi permis d'observer des phénomènes à près de 2900 km sous nos pieds, de minuscules déformations, de grands effets magnétiques pour être liés à une transformation de la pérovskite, un minéral présent dans le bas manteau, provoquant une déformation de la frontière entre le manteau et le noyau. Et ouais, c'est là que je vous dis qu'il y a eu au large de l'Afrique, ça doit être au même endroit. Hein. Bon ben voilà, donc en vérité ils sont en train de découvrir des choses qu'ils pensaient avoir découvert, hein, au temps du XVIIe siècle, voilà. Donc non, c'est bien. Mais par contre, le problème, c'est que ils nous l'expliquent pas. Enfin, ils nous l'expliquent là, parce que je vous le lis, mais à l'école, on en est toujours avec le manteau qui glisse sous notre manteau, et qu'il y a les éruptions, et qu'il y a le strombolien, et le vésuvien, et le... Ah, fait bon. Ouais, parce que moi, j'étais à fond les volcans. Voilà. Parce que moi, je regardais Haroun Taziev. Je regardais tous les documentaires d'Haroun Taziev. Bon, et de Cousteau aussi, hein, donc du coup... Ah ouais, je vous dis, j'avais quoi ça à faire pour regarder la télé. Média 24, la Norvège va faire fortune avec ce tuyau à 2600 mètres sous terre qui permettra pour la première fois de l'histoire de stocker le CO2 directement depuis les usines. Ouais, non, ils sont à fond, hein. Ils sont à fond, hein. Ce projet s'appelle Northern Light, du ciment à la mer en passant par 100 km de tuyaux. Non, c'est bien. C'est bien, parce que là, tu vas pas dévaster le fond marin, quoi. Tu vois, c'est ça qui est bien. C'est-à-dire, pour capter un hypothétique gaz à effet de serre, le CO2, tu vas dévaster le fond de ta mer. C'est bien, pas de ta mer MERE, mais de ta mer MER. Après avoir été capté, le gaz a été liquéfié, vous vous rendez compte? Embarqué sur un navire spécialisé, puis transporté par mer jusqu'à la station de stockage dans le comté de Westland. Vous vous rendez compte? L'énergie utilisée pour capter. En fait, ils ont utilisé plus d'énergie, donc plus de CO2 pour faire tout leur bordel, le CO2 naturel. De là, un pipeline sous-marin de 100 km achemine le CO2 jusqu'au réservoir géologique à Aurora, situé à 2600 mètres sous le plancher océanique de la mer du Nord. C'est là que le gaz est injecté, enfermé dans des couches rocheuses étanches censées le garder captif pendant des millénaires. Ah ouais, eux, il faut vraiment de l'expérience à grande échelle. Et si le truc il pète, on fait comment? Une capacité de stockage déjà réservée jusqu'à saturation. 1,5 million de tonnes de CO2 par an, qu'est-ce que ça bat les bonbons? C'est fou, hein? Total Énergie, un acteur clé de l'industrialisation du stockage de... On le capture, on le liquéfie, on le transporte, on le facture, on l'enterre. Le gaz devient un produit géré comme le pétrole ou le gaz... Non, c'est le contraire qu'on fait, nous. Non, on fait le contraire. Non, c'est le sort. Là, tu le mets dedans, mais tu te rends compte ce que tu fais? Ah ouais, ils ont un problème, ils ont un peu au casque, ces Norvégiens. Vraiment, hein, vraiment, ils ont vraiment un gros problème. Hein. Les mecs tranquilles, ils t'enterrent ça, et puis voilà, on te le fracture, on te les liquéfie, on te le transporte par bateau. On a déjà fait un pipeline de 100 km, t'imagines? Non, mais lol. Mais ils te disent pas, hein, si c'est fait avec de l'énergie verte, avec du métal vert, avec, tu vois, transporté avec du carburant vert, tu vois, fait bon. Média 24, la France l'avait imaginé il y a des années, mais c'est bien la Chine qui est en train de construire le premier réacteur nucléaire rapide refroidi au sodium. Et nous, on a les idées, mais on n'a plus les pépettes, tu vois, c'est ça le problème. Ils nous disaient, en France, on n'a pas de pétrole, mais on a les idées, mais à l'époque, on avait les pépettes. Et là, du coup, on a les idées, mais on n'a plus les pépettes, donc du coup, c'est compliqué. Une machine nucléaire capable de recycler son propre combustible, extraire 100 fois plus d'énergie que nos centrales classiques, et éviter la fusion du cœur, même en cas de coupure totale d'électricité, oui, ça existe. Et c'est chinois. Eh ben oui, bien sûr, vive la Chine. Ce futur mastodonte commercial prévu après 2030 ambitionne de fournir plus de 1000 méga WE, l'équivalent d'une centrale nucléaire classique. Alors, il représentera la première centrale à neutrons rapides industrielle en Chine. Un cœur qui ne fond pas même sans électricité, grâce à la circulation naturelle du sodium liquide. Coopération avec la Russie, oh bah oui. Une ambition claire, dominer le nucléaire du milieu du siècle, oh bah oui, ça c'est sûr. La France précurseur pour du beurre, oh bah oui, attends. Eh ouais,
Ouais, c'était Astrid. Elle a lancé en 2010. Eux, c'était 600 méga WE. Tout y était. C'est ça, un design ultra moderne, les meilleurs standards de sûreté de l'époque, un site prévu à Marcoule, un atelier de fabrication de combustible à La Hague et même un partenariat avec le Japon pour tester les combustibles à Tsuruga. Eh oui. Plus de 700 millions d'euros déjà dépensés. C'est bien. Et pourtant, en 2019, le couperet tombe. Trop cher, pas prioritaire. Projet suspendu. Non, c'est bien. Donc, ils l'ont repris en 2025. Alors, peut-être en 2038. Pour une mise en service en 2045, voire 2050. Non, vraiment, vraiment, on est vraiment devenu dégueulasse. Vraiment, vraiment, vraiment. Vraiment, tu te dis, putain, mais comment on était, comment on est devenu. Non, parce que quand même, on avait fait le Concorde, on avait fait le TGV, on avait les premières centrales nucléaires. Enfin, je veux dire, on avait quand même un savoir-faire, il était magnifique, l'artisanal, le machin, enfin bon, on n'a plus rien. On va passer sur des trucs un peu plus rigolos, et après c'est fini. Donc celui-là, il m'a fait rire, parce que France Info, jusqu'à 140 tonnes de pesticides retrouvés dans les nuages, avec des concentrations supérieures aux limites fixées par l'UE pour l'eau potable, révèle une étude. Parce qu'en fait, ils se sont rendus compte que, en fait, c'était à cause des nuages. Les nuages, ils transportaient les produits chimiques. Et ils le savaient pas. Et non, ils étaient pas au courant. Et ouais, non. Herbicides, insecticides, des fongicides et même des produits interdits depuis plusieurs années. Eh ben oui. Non, mais les nuages, ça tourne. Enfin, ça tourne. Ça tourne pas spécialement. Mais je veux dire, normalement, ça fait le tour de la Terre, tu vois. Enfin, bon, ça disparaît, ça réapparaît, ok, il n'y a pas de souci. Mais l'air, enfin, je veux dire, c'est le même pour tout le monde. Donc, si à droite, sur notre Terre plate, si c'est dans le coin droit, on a une usine qui produit des produits chimiques interdits en Europe, et qu'après il y a du vent, et que ça arrive sur l'Europe, ben, on se prend les produits chimiques du coin droit, tu vois ce que je veux te dire? Des pesticides venus d'ailleurs. Ah ouais, non, ouais. Entre 6 et 140 euros. Oh ouais, non. 6 et 140 tonnes. Pesticides selon la circulation nuageuse. Ben oui. Des masses d'air, puis poussées par le vent. C'est pas possible. Se redépose ailleurs. Allez, cet effet sauterelle. Non, c'est l'effet nuage. Peut se produire sur de longues distances. Ben ouais, le tour de la Terre. Comme le suggère cette étude. Eux, ils se sont crus dans Tchernobyl, tu as vu. Et croyaient que la pollution restait au-dessus de l'endroit où c'était pollué, tu vois. Ah, celui-là aussi m'a fait rire. Non, celui-là aussi m'a fait rire. Pour vous dire l'ego humain, tu vois, l'ego, EGO. France Info, pourquoi le succès de l'humanité pour refermer le trou de la couche d'ozone ne veut pas dire qu'un tel élan est possible contre la crise climatique? Parce que soi-disant, le trou de la couche d'ozone s'est rebouché, d'accord? Donc nous n'avons plus de trou pisse-trou. Et donc en fait, c'est grâce parce qu'on a interdit le subside sous les bras. Voilà. Cette avancée nous rappelle que lorsque les nations tiennent compte des avertissements de la science, des progrès sont possibles. Non, on a un problème. Non, on a un problème parce que déjà les frigos, les trucs comme ça, pas tout le monde a des frigos. D'accord? Donc quand tu as interdit les produits dans les frigos et tout, ça c'est pour une certaine catégorie de la population quand même, les pays assez développés. D'accord? Donc déjà dans les pays sous-développés, déjà ils n'ont pas de frigo. D'accord? Ok. Les petits tout pour les bras aussi. Il y en a beaucoup qui l'utilisent dans les... dans les pays développés, parce que franchement, je peux te dire que quand tu prends le métro ou le bus, il y en a beaucoup, ils ne savent pas ce que c'est un déodorant. Donc, c'est qu'une partie, c'est que les Occidentaux, en fait, tu vois, fait les pays assez aisés, tu vois, développés, qui utilisent tout ça. Tu vois, alors quand tu dis que le monde s'est uni, et donc, du coup, ça a réussi à reboucher le trou de la couche d'ozone, franchement, tu nous prends pour éco, en fait, tu vois. Des produits chimiques bannis, les chlorofluorocarbures, des gaz fluorés largement utilisés par les industriels dans les climatiseurs, les réfrigérateurs, mais également les aérosols comme les désodorisants, les mousses isolantes, les peintures en spray ou encore la laque pour les cheveux. Donc ça, c'est que des produits que ce sont des pays, on va dire, soi-disant développés qui utilisent. Donc tant mieux, grâce aux pays occidentaux, le trou de la couche d'ozone se referme. Et donc, là, j'en ai une. Non, mais rien que le titre, écoutez-moi. Vous êtes assis. Je pensais au début que c'était un prank. D'accord? Je me suis dit, non, c'est pas possible, c'est genre un truc de con, quoi, tu vois? Enfin, je veux dire, bon. Et non, en fait, c'est super sérieux. Science et vie, nous avons des doigts, jusque-là, ça va, grâce à un anus préhistorique. Nous avons des doigts, grâce à un anus préhistorique. Pourquoi? Pour pouvoir se mettre le doigt dans l'anus?
s'est créé des doigts pour pouvoir se les mettre dans l'anus? Non, je sais pas, parce que bon, du coup... Alors, les doigts ne seraient pas... Non, c'est vraiment... c'est scientifique. Et je veux dire, je vous prends pas pour une con. Non, non, vraiment. Les doigts... Non, c'est pas un truc que j'ai inventé ou que je me suis dit, tiens, je vais leur faire un petit délire. Non, non, c'est réel. Les doigts ne seraient pas une invention surgie de nulle part. Peut-être qu'ils serviraient à attraper les doigts. Ah, enfin, je veux dire, bon, tu vois, c'est un peu comme les chiens avec leurs pattes, ils essayent d'attraper, tu vois, bon. Mais le fruit d'un recyclage évolutif, alors déjà, tu sais que c'est de la merde, d'une fonction corporelle bien antérieure. Des chercheurs ont identifié un réseau de contrôle génétique, je ne sais pas ce que c'est, initialement destiné à une toute autre tâche, et pourtant devenu essentiel à la formation de nos membres. Je le découvre avec vous. Je vous avoue que je ne sais pas comment le prendre. L'évolution n'a jamais cessé de surprendre par ses détours inattendus. Non, c'est surtout les chercheurs ce qui te racontent. Les formes les plus complexes de notre corps, ok. Parmi ces énigmes qui intriguent les chercheurs, l'origine des doigts occupe une place particulière car elle conditionne la façon dont les vertébrés ont conquis la terre ferme. Mais tu sais que les aigles aussi, ils ont des doigts. Enfin, ils ont des serres, mais ça leur sert de doigts, tu vois. Et puis les éléphants avec la trompe, ça leur sert de doigts aussi, tu vois, enfin de main. Tu vois ce que je veux te dire? D'accord, ok. Nous, les doigts, c'était pour notre anus ancestral. Préhistorique. Alors attends, non, mais... Depuis plus d'un siècle, les scientifiques se demandent comment les doigts sont apparus chez les vertébrés. L'évolution des membres, indispensable à la conquête des milieux terrestres, reste un des mystères les plus fascinants de l'histoire du vivant. Pour expliquer cette transition, beaucoup ont naturellement regardé du côté des nageoires. Ah bah oui, parce que soi-disant devait venir des poissons. Alors je sais pas. Ces homologues anatomiques évidents présents chez nos ancêtres aquatiques. Pourtant, une étude parue le 17 septembre dans la revue Nature remet cette hypothèse au second plan en pointant un tout autre point de départ. Ah ouais, ça c'est clair. Point, je sais pas, en tout cas c'est le trou. Alors, des chercheurs de l'Université de Genève, de l'EPFL, de Harvard et du Collège de France ont découvert que certaines séquences d'ADN, aujourd'hui responsables du développement des doigts chez les mammifères, servaient à l'origine à former un orifice bien moins noble, le cloaque. Cette structure unique chez de nombreux poissons et reptiles permet l'évacuation des déchets, mais aussi la reproduction. Et c'est justement dans cette région terminale du corps que tout aurait commencé. L'origine des doigts... Non, vraiment, on n'aime pas. J'y arrive pas. Je vous jure, j'arrive pas à le lire. Je vous jure, c'est trop choquant. L'origine des doigts retracée jusqu'aux extrémités du tube digestif. Pour comprendre cette filiation inattendue, les chercheurs ont comparé des embryons de souris et de poissons zèbres. Ok. En ciblant les régions régulatrices de certains gènes clés du développement, les OXD. Ces gènes agissent comme des chefs d'orchestre de l'organisation du corps, notamment dans la formation des membres. En marquant certaines de ces séquences avec des traceurs fluorescents, l'équipe a observé un phénomène surprenant. Chez les souris, les zones s'allument dans les doigts en formation. Tandis que chez les poissons zèbres, ce sont des cellules du cul qui s'activent. Les cloaques. La suppression de ces séquences à l'aide de la technologie CRISPR a confirmé leur rôle. Privées de cette régulation, les souris développaient des doigts anormaux et les poissons voyaient leur cul mal se former. Ce constat suggère que les régulateurs des gènes nécessaires à la fabrication des doigts existaient bien avant l'apparition des membres. Mais non, parce qu'ils ont été affectés à autre chose. Peut-être, c'est tout. Parce que les gènes, en fait, ils sont affectés à des tâches, d'après ce que je comprends. Donc peut-être que ces gènes-là, chez la souris, ça part dans les membres, et chez le poisson, dans le cul. Mais c'est pas pour ça que nous, on a des membres, parce qu'avant, on était des poissons et que nos doigts, ils étaient dans le cul, en fait. Tu vois ce que je veux te dire? Il faut désormais envisager que la structure qui permet aujourd'hui de pianoter sur un clavier... C'est pas rigolo. Ou de saisir un objet tire sa logique du développement d'une fonction autrefois dédiée à chier.
nutrition et à la reproduction. Les doigts et le cloaque, en tant que partie terminale du corps, partageraient une même origine morphogénétique. Ah non, je suis fatiguée. Alors, la capacité de l'évolution à réutiliser des briques existantes pour bâtir des innovations. Ah ouais, c'est sûr. Ce principe que les scientifiques appellent la cooptation consiste à affecter à une structure ancienne une nouvelle fonction. Dans ce cas précis, les gènes responsables de la formation des doigts chez les tétrapodes auraient directement réutilisé le paysage régulateur génétique initialement impliqué dans la formation du cul. Ah non, il faut le faire dans, c'est rigolo. Ce paysage appelé 5DOM agit comme une tour de contrôle sur l'expression de plusieurs gènes architectes, dont OCUST13. Chez la souris comme chez le poisson, ces régions régulatrices influencent la même sous-famille de gènes. Ce recyclage évolutif... Ah, quand même, un truc positif. Non, quand même un truc positif. Ce recyclage évolutif ne témoigne pas d'un bricolage hasardeux, mais d'une profonde efficacité biologique. Il rappelle que les génomes n'est pas une succession d'instructions figées, mais une immense boîte à outils. Oui, voilà, c'est ce que je te disais. Où certaines pièces peuvent changer d'usage. Ben oui, voilà. Il vient pas nous dire que nos doigts, en fait, à la base, c'était un anus. Tu vois ce que je veux te dire? C'est juste que les gènes, ils ont été affectés autrement. Mais ça n'a aucun rapport. Bon, j'ai 10 anus. Ah ouais, là, parce que du coup, tu as 10 doigts. Donc, je sais pas comment tu vas faire. Donc, oui, effectivement. Donc, on a 10 anus. Voilà. Maintenant, vous savez que vous tenez des objets grâce à vos 10 anus. Voilà, préhistoriques. Non, mais ça m'a fait rire. Oh, les anus préhistoriques. Les doigts, ce sont des anus préhistoriques. Ça n'a aucun rapport. Bon, ben voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura fait passer un bon moment. Moi, franchement, je vous avoue que j'ai mort de rire. Ah voilà, le champion de Paris m'a trop fait rire. Et d'ici ma prochaine vidéo, du coup, France, hein, à moins que j'ai beaucoup de Marseille encore, parce que j'en ai plein en ce moment, je sais pas ce qu'il y a. Et voilà, d'ici là, prenez soin de vous, faites attention à vous, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.